Bon, donc ce que j'ai fait, c'est prendre une maison d'un architecte que je connais assez bien, et je l'ai analysée de manière à vous la présenter en oral, donc ce sera pas très approfondi comme analyse en certains points, mais je vais toucher à tous les thèmes qui devraient être approfondis si je faisais cette analyse écrite. Et donc c'est une maison en Espagne de Alberto Campo Baeza, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une des figures des années 90 surtout. Maintenant, il est moins innovateur, mais il continue dans la production architecturale. Donc je prends par exemple maintenant le premier thème, parce que dans votre analyse, vous devrez structurer tout par thème et parler en thème. Et donc ce qu'il faut, c'est tout le temps le titre du thème, donc le rapport au contexte, au lieu et à l'environnement, et ensuite votre titre personnel que vous donnez à ça. Dans ce cas-ci, la maison se trouve dans la campagne, et donc j'ai choisi Alberto Campoesa ou le land art. Et donc le land art, c'est une forme d'art que je vais vous expliquer après. Voici, il se trouve au sud, ici. Et là, vous voyez que la maison est complètement isolée elle n'a aucun voisin ni rien du tout. Ce qui est frappant dans les images, c'est que c'est vraiment une boîte posée sur le paysage et la seule ouverture, c'est une porte. Cette masse vient se poser et crée une confrontation directe. Enfin, esthétiquement, peut-être pas conceptuellement, mais esthétiquement, ça renvoie tout de suite au vocabulaire de, du land art. Quand je dis vocabulaire ou langage architectural, je veux dire par là que c'est une manière de faire de l'archi qui renvoie tout de suite à un thème. C'est-à-dire, dans la musique, le rap, eh ben, c'est un certain type de musique et on va dire le vocabulaire enfin, le langage esthétique du rap. Ensuite, la musique classique a un langage esthétique, mais c'est pareil en archi. Il y a le fonctionnalisme, le vocabulaire se fait avec une esthétique de bateau ou une esthétique avec des écoutilles, les bateaux, ou bien des barrières comme dans les bateaux. Enfin, à chaque fois, il y a un thème. Je sais pas si vous voyez Zumthor, mais Zumthor, son vocabulaire, c'est tout le temps la masse, c'est la grotte, c'est, c'est un mur épais. Et donc, à chaque fois, il y a un vocabulaire qui suit avec le style de l'architecte. Et ici, ce vocabulaire de poser une masse en plein territoire, c'est quelque chose sans aucune nuance. Il y a le territoire et puis une masse. Ça renvoie tout de suite à ce genre de travail enfin ça c'était dans les années 70, c'est Cristo. Maintenant il y a une expo près du Beaux-Arts, vous pouvez aller voir. C'est une manière très frontale de s'attaquer au territoire. Ça c'est Richard Serra en Nouvelle-Zélande et il vient juste placer une fine bande d'acier sur le territoire et ça crée un contraste très fort. Mais là je parle juste du point de vue esthétique. Il fait pas juste ça comme ça pour créer un contraste fort, mais le résultat est un contraste fort. C'est, enfin, c'est une hypothèse. Je ne suis pas sûr que Campo Baeza connaissait ces artistes. Peut-être il les connaît ou peut-être pas. Mais en tout cas, dans mon analyse, je place ça comme une interprétation et tout de suite, ça me fait 5 pages en plus. Donc c'est à peu près comme ça qu'il faudrait que vous fonctionnez aussi, de se dire, ah, il y a peut-être moyen de créer une interprétation, une hypothèse à propos de ça et le lier à un artiste ou un écrivain. Donc c'est ce que je vais faire à peu près tout le long de cette analyse. Donc ça c'est une autre œuvre de Richard Serra qui est au Qatar et c'est juste des lames extrêmement hautes d'acier Corten qu'il pose sur le désert et ça crée tout de suite une esthétique très forte de l'objet fait par l'humain et puis le territoire qui n'a pas été touché et qui est vierge et cette esthétique de rugueux et de lisse parce que ça c'est extrêmement lisse et puis ici c'est toute la terre rugueuse avec les plantes et tout. Ici, c'est un des précurseurs de cet art qui s'appelle land art. C'est Robert Smithson. Et, enfin, lui, c'est beaucoup plus intellectuel. Pour comprendre son concept, il faut vraiment passer des heures. Mais esthétiquement, ça ressemble beaucoup à ce contraste de lisse et de rugueux, comme dans la maison de Campo Baeza ici. Donc, lisse, rugueux. Et, enfin, il y a beaucoup plus de trucs à dire parce que quand on regarde dans le thème de la lumière, si maintenant je devais aussi parler de la lumière, je pourrais dire, voilà, en créant cette surface extrêmement lisse, tout de suite, ça renvoie beaucoup plus de lumière, vu qu'il n'y a pas une surface lisse, reflète beaucoup plus de lumière qu'une surface rugueuse. Et donc, c'est aussi un choix, parce que tout de suite, la masse blanche apparaît extrêmement forte dans le paysage.
Sinon, maintenant, un autre thème, ce serait les liens entre la forme et la culture. Enfin, tout ça, c'est les thèmes que je prends de la liste qu'il y a sur l'UV, hein. Et puis mon titre à moi, c'est les archétypes andalous. Parce que la maison se trouve en Andalousie et très probablement l'architecte a dû s'inspirer de certains éléments de cette architecture andalouse. L'Andalousie a eu deux grandes influences culturelles, enfin, dans l'Antiquité et dans le Moyen Âge, et c'était l'Empire romain avec toute son architecture et les Omeyyades, enfin le califat omeyyade qui avait envahi plus ou moins tout le territoire et il est resté pendant 7 siècles, donc ça a eu une influence extrêmement importante. Donc en ce qui concerne les Romains, il y a eu l'architecture romaine se base sur le mégaron grec et sur l'architecture à cour qui vient depuis la Mésopotamie. Et lorsqu'on voit les plans de maisons romaines, c'est tout le temps cet impluvium au centre et puis toutes les pièces qui se distribuent autour. Donc c'est une distribution radiale. Donc si je devais aller dans le thème de qu'est-ce que c'est la distribution et la circulation de la maison, je peux dire que c'est une distribution radiale qui va dans chaque coin de la maison. Ce qui est très particulier, c'est que les maisons sont très fermées vers l'extérieur. Il y a 4 ouvertures et encore, dans la plupart des cas, les maisons étaient très fermées. Ces maisons, c'est des archétypes qui viennent de l'Antiquité et qui se sont inscrits dans les villes espagnoles, mais un peu partout là où l'Empire romain est passé. Mais enfin, ici, par exemple, c'est comment, après 2000 ans, une vieille grand-mère espagnole s'est appropriée de ce style architectural. C'est-à-dire la maison n'est plus d'un étage, c'est 2 étages, il y a une véranda, il y a une espèce de cour avec un déambulatoire autour et une fontaine au milieu. La fontaine, c'est clairement un truc nouveau. Avant, il y avait juste un impluvium. Pourquoi ils montent de 2 étages ou trois même, c'est surtout pour créer une atmosphère beaucoup plus calme à l'intérieur, beaucoup plus coupée de la chaleur de l'extérieur. C'est-à-dire quand il fait 40 dans les rues de Córdoba et qu'on rentre dans ces maisons, tout à coup il fait la sensation thermique est 29 degrés peut-être et c'est un soulagement et donc c'est pour ça qu'on montait souvent très haut. Et tout ça c'est une architecture qui au départ était romaine mais aussi on retrouve un peu partout en Méditerranée qui s'est adaptée au lieu. Tout ça, il faut se dire, c'est dans la mémoire, dans l'imaginaire de l'architecte espagnol de base. Il connaît ces maisons, c'est dans son imaginaire. En ce qui concerne le califat omeyyade, pendant 7 siècles, il y a eu aussi une influence architecturale du côté profane, mais aussi religieux, très importante. Dans l'architecture profane, on retrouve surtout beaucoup de maisons qui sont... Enfin, quand on regarde les maisons au sud de l'Espagne ou au Maroc, enfin moi je connais juste ces 2 pays, mais je suis sûr que c'est partout en Méditerranée, les murs extérieurs, il y a presque jamais d'ouverture. Il y a une porte, il y a peut-être une fenêtre, mais c'est souvent très fermé. C'est une architecture très introvertie et c'est toujours un étage ou deux, mais pas plus. Ça c'est traditionnellement. Donc tout ça a été, enfin ça vient d'un livre que vous pouvez lire, mais c'est assez intéressant. Je vous donnerai la référence après, mais c'est un architecte qui s'appelle Pier Vittorio Aureli. Il parle de comment cet archétype de maison extrêmement commune partout en Méditerranée a été l'architecture dont les mosquées se sont inspirées. C'est-à-dire que la mosquée, c'est toujours un patio énorme dans lequel tous les gens se regroupent et autour un mur qui ferme avec chaque fois une porte qui va s'ouvrir vers l'extérieur et qui accueille les gens à l'entrée. Et puis, enfin, cette architecture se développe beaucoup plus, mais les premières mosquées et même les premiers temples grecs, il fallait tout le temps délimiter un territoire parce qu'il s'agissait quand on créait un lieu de recueillement, il s'agissait de se couper du monde quotidien, parce que le monde quotidien, c'est le monde où il y a les voleurs, c'est le monde où il y a les gens qui font énormément de bruit dans la rue, c'est l'endroit où on n'a pas le temps de réfléchir. Et donc, il fallait créer un espace de recueillement intérieur. Et l'espace parfait pour ça, il faut le délimiter. Les Grecs appelaient ça temenos, enfin temno, coupé dans le territoire. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent les temples grecs. C'est une architecture extrêmement démarquée dans le territoire. C'est tout le temps un carré, un rectangle, un cercle. Et c'est pareil pour les mosquées, c'est souvent un carré. Et ensuite, parfois, il va y avoir des bâtiments qui vont s'ajouter sur les côtés
mais c'est le carré central, c'est-à-dire ça, est extrêmement bien délimité. Et ça, c'est à l'intérieur, on va aussi voir le sol va être travaillé aussi avec un tracé régulateur. On voit à chaque fois les arbres placés sur un grillage et même le sol a une trame. Donc tout est géométrisé. Et on voit aussi le, le, le plan d'eau qui, celui-ci, c'est à la Mezquita de Córdoba. Donc il y a l'eau, les orangers et une architecture très orthogonale. Et ensuite, ça, c'est à nouveau, je prends des références un peu partout pour essayer de comprendre l'architecture que propose Alberto Campo Baeza. Et ça, c'est un tableau de Paco de la Torre, un peintre espagnol. Et pendant quelques années, il s'est amusé juste à peindre l'architecture vernaculaire du sud de l'Espagne, mais qui est la même au Maroc et je suppose partout en Méditerranée. C'est une architecture très blanche, très simple, très cubiste presque. Enfin, c'est vraiment c'est l'essentiel de l'architecture. Une boîte, une porte, une fenêtre, c'est tout. Curieusement, c'est ce qu'on retrouve dans l'architecture de Campo Baeza avec un paysage aussi très désertique. J'ai été aussi puisé dans la littérature espagnole. Un poète espagnol parle de cette architecture et enfin, il en fait tout un texte. Moi, j'ai juste pris une ligne où il parle de comment, parce que c'est un poète qui s'est exilé en Afrique. Donc il connaît très bien l'architecture du nord du Rif. Et donc cette architecture très simple, comme au sud de l'Espagne. Et il dit, c'est incroyable comment l'architecture du Rif est arrivée au sud de l'Espagne. Et c'est vraiment la même chose. Et bon, enfin, son texte est beaucoup plus long, mais moi j'ai juste pris ça. Et ça peut être aussi intéressant dans vos analyses. Pas que aller chercher dans les livres de la bibliothèque. Il y a une bibliothèque ici aussi qui a des textes littéraires, mais qui peut-être touchent votre maison, je ne sais pas comment, mais c'est à voir par vous. Donc quand on regarde l'architecture, ça c'est la maison, on voit les orangers, un tracé géométrique parfaitement placé, aucune ouverture vers l'extérieur sauf la porte. Même quand on regarde le carré des orangers, c'est exactement la même chose que dans la cour de la mosquée de Séville. Donc il y a vraiment une coïncidence. Après, pour moi, ça reste que des hypothèses. Peut-être ils voulaient juste faire ça comme ça. Mais voilà, j'ai créé tout un argumentaire qui va me faire, si maintenant je le mets en écrit, probablement j'arrive à 5 pages, plus ou moins, 5 7 pages, je sais pas. Et ça peut être intéressant du coup d'essayer de puiser des éléments un peu partout. Et voilà, enfin, la maison est divisée en deux cours et ici il y a l'autre partie de la cour qui a un plan d'eau comme la mosquée de Córdoba. Et donc il y a cette idée d'avoir les éléments de la nature, l'oranger, l'eau et ce tracé géométrique. Donc voilà la maison avec le plan d'eau, un des patios et l'autre patio. Et ici le plan. Et ce qui est intéressant, c'est que, à nouveau, quand on regarde le plan, c'est un carré parfait. J'ai pas testé, mais je crois que ça peut être nombre d'or. Et c'est vraiment, tout est délimité comme les temples grecs le font. Et même le plan est dessiné très simplement. C'est pas comme les plans qu'on peut regarder des étudiants de BA2 qui mettent 25 000 textures dessus et ça devient affreux. C'est des plans tout simples qui, qui parlent d'eux-mêmes de l'architecture que Alberto Campoes a fait. Enfin, pas simple, mais essentiel, parce que simple, ça peut être vu comme négatif. Et voilà une coupe de la maison avec un espace intérieur extrêmement grand, qu'on pourrait parler d'espace de recueillement, et puis les deux espaces extérieurs. Voici l'intérieur avec comment il s'est placé. Et pareil, quand on regarde le plan, c'est curieux de voir que le centre, c'est l'espace de vie, et puis ici, c'est les espaces de nuit, et la cuisine, et un autre chambre d'invité. Et ça marche comme la maison romaine. On a un espace central qui distribue de chaque côté de la maison. Et voici les deux portes qui distribuent vers l'extérieur, vers les espaces de nuit. Après, si vous voulez plus ou moins, entre guillemets, prouver votre hypothèse, le plus intéressant, c'est de regarder d'autres maisons. Et donc ça, c'est un autre thème que donnent Maud et Eve, c'est la comparaison avec d'autres projets de l'architecte. Voilà, enfin, avec cet architecte, c'est très simple. Pour vos architectes, je ne sais pas si ce sera aussi simple, mais
Voilà, ça c'est une autre maison qu'il a construite à 500 mètres de là. C'est plus ou moins la même chose, sauf que le mur est moins haut et il a une entrée de garage, donc c'est un peu moins épuré. Enfin, une entrée de garage avec la voiture qui lâche toute la fumée, c'est plus la même chose que le carré pur au milieu de la nature. Mais à l'intérieur, c'est pareil. Un plan d'eau, un orangé, un carré, tout bien orthogonal. Et, euh, et puis la nature qu'on voit de l'extérieur, mais qu'on ne peut pas voir jusqu'où elle va. On voit juste les arbres par-dessus, comme quand on est dans un patio de mosquée. Et voici le plan de cette maison, c'est exactement pareil, un espace central qui distribue vers les deux côtés. Et les croquis d'intention, c'est curieux, mais c'est exactement la même chose. C'est une grande ligne avec deux murs et puis un petit chapeau qui vient au-dessus. Et ici, pareil. Enfin, ça, c'est la maison, celle qui a 500 mètres, et celle-ci, c'est celle dont je fais l'analyse. Et à chaque fois, c'est la même chose, des petits arbres, une petite entrée, et puis un espace intérieur très très atmosphérique où la lumière est tamisée parce qu'il n'y a pas d'entrée directe. Et ça, c'est d'autres maisons un peu en Espagne, un peu partout en Espagne, et c'est pareil. À chaque fois, c'est une ligne forte et puis un petit chapeau. Ici, c'est un peu plus modelé comme le ferait Adolf Loos avec un Raumplan, mais ça reste le même concept. Ici, pareil, le chapeau, c'est ça, et ça, c'est la ligne forte. Bon, tout ça mène à Le Corbusier. Enfin, là, l'autre thème serait le plan et la distribution spatiale. Et le tracé régulateur de Le Corbusier, ben, quand on lit vers une architecture, vous devrez le lire, c'est assez simple et assez rapide, et c'est bien pour la B1. On voit tout de suite l'obligation de l'ordre. Le tracé régulateur est une assurance contre l'arbitraire, il procure la satisfaction de l'esprit. Le tracé régulateur est un moyen, il n'est pas une recette. Son choix et ses modalités d'expression font partie intégrante de la création architecturale. Donc Alberto Campoesa s'inscrit en plongeon dans cette architecture-là. Et quand je vous montre ces quatre plans, et je vous dis quels sont les plans de Alberto Campoesa, vous ne pourrez pas savoir parce que ils sont tous pareils. Et ben, ces trois-là ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est des plans de Mies van der Rohe. Ça c'est Farnsworth, ça c'est la première maison de enfin sa première maison personnelle à Berlin, et ça c'est une maison qu'il n'a pas construit, mais qui était un projet de maison patio. Et à chaque fois c'est un plan très très carré, très très dessiné, avec une trame au sol qui spécifie qu'est-ce qui est intérieur, extérieur, ou qu'est-ce qui est construit et qu'est-ce qui n'est pas construit. Et puis une architecture très épurée, quoi. Enfin, ici, j'imagine que vous avez vu 1000 fois la Farnsworth et vous allez la voir 1000 fois dans les cours de théorie et compo des années prochaines. Donc je passe dessus, mais enfin, à chaque fois, c'est la maison personnelle. Il y a un patio, une distribution assez simple. Pareil ici. Et ce qui est curieux de voir, c'est dans la Farnsworth, la caractéristique la plus importante, c'est que Mies van der Rohe est arrivé à une période de sa vie où il a l'intérêt d'essayer de réussir une architecture le plus proche de la nature. Donc il va faire un cadrage parfait, sans presque aucun châssis, sans rien. Ça, c'est son collage. Oui, ok. Voilà, ça c'est quand on met pas bien un document sur InDesign, ça fait ça. Euh, et du coup, ça c'est le cadrage, et ça c'est son collage où on voit juste deux colonnes et le paysage qui vient devant. Et quand on voit Alberto Campoesa, c'est la même chose. Il y a un cadrage, et ici il y a le cadrage vers le patio intérieur. Moi après, c'est pas la nature, c'est pas très, enfin, c'est plus la même chose au niveau du ressenti, mais c'est surtout l'idée de ne pas avoir de coupure entre l'extérieur et l'intérieur. Puis en ce qui concerne l'architectonique, ben, c'est bien de comprendre les détails techniques. Enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça, je pense que vous pouvez le faire très facilement, mais c'est comprendre pourquoi il utilise ce système structurel. Ici, il utilise des poutres en béton avec des murs en maçonnerie pour contreventer la structure. C'est très simple, c'est juste une poutre avec des briques. Et ça, on se demande pourquoi. Pour moi, l'hypothèse principale, c'est que vu qu'il recouvre toute l'architecture d'enduit blanc et que tout est blanc, il n'a pas besoin de se soucier de un beau béton ou quoi que ce soit. Il va tout recouvrir de blanc, donc il va utiliser les matériaux les moins chers là-bas, qui sont la brique et une structure ossature béton très simple.
Après, c'est mon hypothèse, je sais pas, mais quand on regarde, c'est tout le temps ça. Oui, tout ça, c'est des détails techniques. Si vous pouvez intégrer dans votre analyse des détails techniques et en faire un commentaire, c'est très bien. Parce qu'on voit que vous avez été jusqu'à la fin. Et ensuite, là, je plonge dans son enjeu. Après tout ça, enfin, moi, c'est ma manière de procéder, c'est après avoir pris tous ces éléments, j'essaie de comprendre l'enjeu de son architecture. Et c'est un architecte qui garde tout le temps la même expression architecturale, parce qu'il y a des architectes qui, comme un japonais Arata Isozaki, il va faire tout le temps un projet, et quand on regarde tous, on ne comprend pas que c'est le même architecte. Lui, par contre, toutes les maisons sont pareilles, donc on comprend. Et donc c'est une analyse plus à faire sur tout son trajet architectural. Lui, il parle de stéréotomique et de tectonique. Personnellement, je ne comprends pas beaucoup plus loin ces mots, si on me les dit comme ça, donc il faut lire son texte pour comprendre, mais en gros, il utilise trois mots principaux, la stéréotomique, le stylobate et la caverne, pour parler de l'élément qui est en dessous. La tectonique, c'est l'élément qui est au-dessus. Donc toujours, il y avait un schéma avec le sol et puis un petit chapeau qui venait au-dessus. Et donc lui, il parle de stéréotomique et de tectonique. Et tout ce qui est en dessous, c'est le stylobate. Le stylobate, c'est cette partie-ci du temple grec. C'est enfin, la dalle de sol, mais c'est pas une dalle de sol, mais en gros la dalle de sol, sur laquelle vient se poser l'architecture. Donc lui-même, il s'inscrit dans l'architecture classique et dans ce style-là de, de découpage du terrain comme le font les Grecs. Cette idée de la caverne, de se réfugier dans la caverne, c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps en architecture. C'est pour ça qu'il en parle aussi, j'imagine, parce que enfin en tout cas c'est pareil pour moi, quand je pense à une maison, l'espace le plus agréable pour moi, ça doit être un petit cocon, quoi. Et c'est pareil, c'est la caverne. Enfin, je sais pas si vous avez lu Vendredi ou Les Limbes du Pacifique de Tournier, mais c'est Robinson dans, qui est perdu dans son île, et tout à coup, il voit un trou et il rentre, et c'est une caverne. Et pour lui, cette caverne revient presque à l'utérus de sa mère. C'est l'endroit où il se recueille quand il est angoissé par le vide qui est autour de lui et la mer. Il vient se réfugier là-dedans. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel quand on regarde, enfin ceux qui ont joué à Minecraft, le premier jour, la première nuit, il faut se mettre dans une caverne parce que tu n'as pas autre chose à faire. Donc même 2000 ans après, qu'on ait le feu, la technologie et tout ça, comme des idiots, on rentre dans une caverne dans la montagne et on se protège là. Enfin, c'est des comportements humains qui vont rester toujours là dès on nous donne l'occasion de le faire. Et voici une architecture un groupe d'architectes espagnols qui ont fait une petite maison de séjour, de vacances, qui est faite juste en béton. Et c'est aussi une caverne. Enfin, c'est des murs extrêmement épais et puis un espace très fermé avec une porte et une fenêtre, c'est tout. Enfin, c'est un thème qui est extrêmement récurrent dans l'architecture, enfin, domestique surtout, c'est la caverne comme lieu de recueillement et de coupure du monde quotidien. Donc voilà, ici à nouveau, enfin, moi je l'interprète comme ça, c'est une caverne renfermée dans, euh, dans le paysage. Ici il y a des schémas, c'est aussi intéressant de voir les schémas parce que parfois on voit qu'il y a une évolution entre la réalisation et son schéma. Ici par exemple, il y a 4 arbres et ici 4, alors que quand on revient au plan de base, euh, on voit 4 arbres en ligne et 4 en carré. Donc bon, il y a moyen de faire un commentaire là-dessus sur comment... Il y a des maisons qui sont des maisons qui se sont construites peut-être en 10 ans et du coup c'est intéressant de commenter comment ça a évolué. Dans ce cas-ci, je crois que c'est une maison qui a été faite très rapidement, donc il n'y a pas réellement d'intérêt à commenter beaucoup ça. C'est juste que, bon, on voit ici 4 et on voit 4 et on se dit eh, pourquoi, et ici l'eau ne va pas jusqu'au bout, pourquoi, et, ici pareil, enfin les schémas sont pas encore les proportions que lui voulait. Et, par contre, c'est intéressant de voir le tracé géométrique qu'il a utilisé. C'est pas un nombre d'or en fait, je viens de voir maintenant, c'est 2 carrés avec des axes de symétrie, mais il n'y a pas de nombre d'or. C'est dans son idée. Après, peut-être il a dû réduire à cause du budget ou je ne sais pas. C'est aussi intéressant de voir quand, quand ces architectes qui sont des architectes entre guillemets auteurs se retrouvent face à la réalité. Il y a encore des schémas d'intention. À chaque fois, on voit. J'ai pas choisi le thème de la lumière, mais j'aurais pu. Mais ici, il y a beaucoup à commenter sur. À chaque fois, ces dessins, on voit que le toit, enfin le plafond,
il l'obscurcit beaucoup comparé à ces murs-ci. Et puis ici aussi, enfin, tout vient. S'il a décidé d'obscurcir là, c'est pour une raison très précise. Tout ça, c'est à analyser aussi. Et voilà, ça c'est à peu près tout. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Mais sinon, on va passer à l'autre partie du cours.